pas du tout Internet, ce qui va leur donner l'impression que vraiment l'animation est sympa et que, voilà, que c'est cool et que c'est une bonne expérience, ben, c'est si l'animation est fluide. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient l'impression en fait, de retrouver quelque chose qui est proche de la réalité. Exactement ce qu'on va trouver sur les iPhones et maintenant sur les Android, où quand on commence à toucher et à faire des slides, ben en fait, il y a de l'inertie, il y a ce genre de choses, etc., qui permettent en fait de donner cette impression de réalité. Ça, il va falloir que ça se trouve, qu'on fasse ça pendant le mouvement, il va aussi falloir qu'on fasse ça à la fin du mouvement, c'est souvent là que ça blesse, et surtout aussi pendant que l'utilisateur interagit avec le site. Donc pour vous présenter ça, on va s'appuyer sur 3 sites qu'on a pu faire, dans lesquels on a appliqué ce genre de choses. Un site qui s'appelle Nevermind the Bullets, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. C'est une BD en parallaxe qui a été faite il y a 2 ans maintenant, et qui est à la naissance en fait de West. On a créé ça et ensuite on a fait ça. Donc c'était juste une bande dessinée. Voilà, on a plus le temps de charger. Il y a un petit peu de son, ouais, mais je ne sais pas si c'est nécessaire pour l'ambiance alors, parce qu'il y a un son de cow-boy. Ouais. Hop. Voilà. On va le laisser pour l'ambiance en plus. Donc voilà, donc le principe en fait c'est quoi? C'est des cases de BD animées. Voilà, vous voyez à l'intérieur en fait on a une espèce de parallaxe sur un certain nombre. Donc on a 3-4 plans sur chaque case et des parallaxes, et après on passe d'un strip à l'autre. J'ai ma machine qui est un petit peu petite, donc de temps en temps elle a un peu du mal. Les images sont un peu grandes là. Voilà. Donc ça c'est, vous voyez pour le coup, quand vous regardez ici, c'est assez fluide. Ben, je vais vous montrer comment on fait pour que ce soit fluide comme ça. Ça c'était le premier exemple, je reviendrai dessus. J'ai fait la musique du coup. Le deuxième exemple, c'est une autre expérience qu'on a faite pour un artiste qui s'appelle Crazy Bold Head, qui est un artiste électro français, pour qui on a fait un site l'année dernière, je crois, ou début, c'était l'été dernier en fait. Donc, même principe un petit peu, il fallait qu'on raconte son histoire, on a fait une timeline, parce qu'il avait fait, il est jeune, hein, il a mon âge, donc il est très très jeune. Et donc du coup, voilà, c'était là pour le coup, on avait juste quelques petites contraintes pour ça. C'était qu'en fait, on a fait ça avec Microsoft pour la sortie d'IE 10. Ça avait été fait avec Microsoft pour la sortie d'IE 9. Voilà, mais ça ne les empêche pas de marcher. Là, je suis sous Chrome, hein, donc normalement tout fonctionne bien pour tous. Là, la petite particularité, c'était donc la sortie d'IE 10, il y avait les appareils Windows 8 qui sortaient, choses comme ça, et l'idée c'était qu'on puisse avoir ceci aussi bien avec la souris. Là, vous voyez que j'ai un principe où quand je déplace... Oui, ma souris, ouais. Quand je déplace ma souris sur la gauche ou sur la droite, ça me fait un petit contrôle qui fait que ça va slider régulièrement. Et je vais pouvoir cliquer ici, et du coup, ça va venir slider automatiquement au bon endroit. Et puis le truc, c'est qu'il fallait aussi que ça fonctionne avec le touch, bien sûr, sur des tablettes. Avec la petite particularité que sur les nouvelles tablettes qui sont sur Windows 8, ben on a et la souris et le touch à certains moments. Donc on s'est un peu pris la tête pour ça. Et ce qu'il fallait, là, le problème qu'on avait, c'était de réussir à avoir possibilité de 2 contrôles en même temps qu'une navigation qui reste fluide. Ça va être clairement le sujet de ce que je vais vous raconter. Et le troisième exemple, c'est un exemple récent, c'est juste une petite page assez simple pour représenter ce que fait Astrium, donc qui est une filiale de ADS. Et la petite particularité, donc vous voyez, si je me déplace, alors c'est plus ou moins fluide en fonction de mon ordinateur, voilà. Quand je me déplace, c'est à peu près fluide, on va dire. Et la petite particularité, c'est que si je prends la scroll bar ici, là, bah, ça reste fluide. C'est-à-dire que normalement, quand vous bougez la scroll bar, sur la plupart des sites qu'on fait en parallaxe comme ça, et ben en fait, vous bougez la scroll bar et du coup, il y a tout qui suit et ça s'arrête dès que vous arrêtez la scroll bar. Là, pour le coup, on peut arrêter la scroll bar et quand je l'arrête, ça reste fluide. Donc, je vais vous montrer aussi comment on fait ce genre de choses. C'est toujours à peu près la même technologie qu'on utilise pour faire ça. Le même principe, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes choses comme ça, mais c'est le même principe qu'on utilise. Alors, on a regardé un petit peu comment on pouvait faire
faire ce genre de choses, comment on peut réussir à avoir la fluidité. Avec HTML5 et CSS3, maintenant, en fait, il y a pas mal de techniques qui nous permettent de s'approcher de ce genre de choses. Donc, là, on a fait un petit exemple tout simple, qui est un exemple avec les keyframes, donc les animations en CSS3, qui vous permettent de faire des animations sur une timeline. Si je clique, là, par exemple, ça me démarre mon animation, très bien. Sauf que si je reclique, ça s'arrête. Si je clique et que je reclique, si je veux pouvoir faire un changement au milieu de l'animation, c'est pas possible. C'est pas fait pour ça. C'est pas grave, ça sert à plein d'autres choses, mais en tout cas, sur les animations, c'est pas fait pour ça. On ne peut pas s'en servir pour avoir cette fluidité parce qu'on aura toujours une coupure au moment où l'utilisateur va interagir. Donc, on a regardé d'autres choses, les transitions CSS3 aussi, les transitions CSS3 qui nous permettent donc d'animer automatiquement des propriétés particulières du CSS3. Pour le coup, là, voilà, si je clique, il y a la petite bille qui va venir jusqu'à l'endroit où j'ai cliqué. Petit problème, c'est que si je coupe pendant son déplacement, en fait, ça s'arrête complètement et ça va recommencer le timing que j'avais mis. Là, j'avais mis un timing un petit peu qui démarre doucement, qui va plus vite et puis qui s'arrête un petit peu plus doucement aussi. Ben ça, à chaque fois, ça va recommencer à chaque fois que l'utilisateur va interagir. On ne peut donc pas garder ça si on veut vraiment avoir une espèce de fluidité. Bon, si avec CSS3 on n'y arrive pas, du coup, ben, on va essayer en JavaScript. Alors j'ai pris un exemple tout bête, hein, je prends une bibliothèque JavaScript, du hasard, jQuery. C'est pas la seule qui existe, loin de là, mais étant donné que c'est celle qui est le plus utilisée, et la plupart du temps dans les sites, on n'a pas que des choses animées, des choses comme ça, on a aussi plein d'autres choses, et pour la plupart du temps, on a besoin de jQuery. Ça pourrait être d'autres, mais la plupart du temps, c'est jQuery qu'on utilise. Et donc du coup, on a fait quelque chose de très bête, c'est d'utiliser la fonction animate de jQuery, qui permet donc d'animer des propriétés numériques. Là, je me retrouve avec quelque chose, je ne sais pas si vous voyez à chaque fois que je le clique, le problème des animations dans jQuery, c'est que pour le coup, elles sont chaînées. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que j'ai lancé une animation, et ben, en fait, il va aller jusqu'au bout de l'animation, puis je vais le déchaîner, choses comme ça. Bon, heureusement, on n'est pas les seuls à qui ça arrive, ce genre de problème. Donc, chez jQuery, ils y ont pensé, et dans d'autres bibliothèques aussi, on a une possibilité de dire, ok, on va stopper l'animation en cours. Sauf que si je fais ça, donc juste avant de faire mon animate, ici, je vais faire un stop. Si je fais un stop à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer dès que je vais cliquer? Ben, en fait, il stoppe l'animation là où elle était et il la reprend. C'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, là, à quoi ça sert que j'utilise une bibliothèque JavaScript? Puisque de toute façon, j'ai exactement le même résultat que celui que j'avais tout à l'heure en utilisant des transitions CSS3. Donc, pas de solution de ce côté-là. Alors, on a essayé pas mal d'autres techniques, on a essayé pas mal d'autres bibliothèques JavaScript. J'en ai mis quelques-unes comme ça en cherchant juste rapidement sur animation JavaScript. On en trouve plein qui font plein de choses super, des récapis qui font pratiquement, on peut reprogrammer des choses très flashisantes, c'est-à-dire des timelines, choses comme ça, sauf qu'on ne peut pas avoir d'interaction. Et puis jusqu'à processing.js, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont joué un petit peu avec processing. Ouais, je vous encourage vraiment à le faire pour les devs. Il y a plein de choses graphiquement et même au niveau audio qui peuvent être faites avec processing. Le seul problème de processing, c'est que c'est aussi complexe que de vous programmer en JavaScript. En tout cas, pour les animations, c'est pas ça qui est processing, ne va pas nous aider du tout là-dessus. Donc, on s'est dit qu'il fallait le faire. J'avais une super blague, j'ai loupé ma blague, normalement il faut que j'appuie là, et puis voilà, je suis désolé. Alors ce qu'il nous faut en fait, c'est de l'inertie, c'est ce qui manque dans toutes ces animations-là, dans toutes ces techniques d'animation, c'est l'inertie. Pour prendre l'inertie en compte, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Il va falloir qu'on prenne la vitesse des éléments, il va falloir qu'on prenne l'accélération des éléments, puisque physiquement ça fait quelque chose. Il va falloir qu'on commence à penser à la position actuelle de l'élément, il va falloir qu'on pense à la position où il doit aller l'élément. Et puis il va falloir qu'on prenne en compte le frottement. Si on veut simuler la réalité pour que l'utilisateur ait l'impression que c'est réel, il va falloir qu'on simule effectivement que ça ralentit au fur et à mesure. Et puis si j'ai d'autres éléments à l'intérieur de ma page, des choses comme ça, il va falloir que je gère les collisions, que je gère tout ça. Globalement, ça va faire beaucoup de choses à gérer pour
souvent une simple, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les sites que je vous ai montrés, on n'est pas en train d'essayer de refaire des modèles physiques complètement pour pouvoir en fait, les simuler. C'est pas le but. Donc du coup, il faut simplifier. Il faut simplifier parce que déjà, on fait ça maintenant depuis 2 ans, voilà, de faire ce genre d'animation. Et je trouve qu'il y a 2 ans, le JavaScript, il allait bien aller, je sais pas, il y a peut-être des vrais chiffres, mais je pense qu'on n'en est pas loin de 10 fois moins vite à l'exécution. Et si aujourd'hui encore, vous prenez des IE7, IE8 ou ce genre d'ancêtres, ben, il se trouve qu'ils vont encore vraiment pas vite à exécuter du JavaScript. Et puis au fur et à mesure aussi, il y a le fait que les nouveaux navigateurs, les Chrome, et les Safari et autres, vont super vite, ça exécute du JavaScript, on peut faire vraiment plein de choses, sauf que puisqu'on peut faire vraiment plein de choses, il y a nos clients qui arrivent et qui nous disent, ben super, vous pouvez faire plein de choses, donc ils nous en rajoutent encore, parce qu'on ne pourrait pas encore faire d'autres choses, etc. Et au final, on arrive toujours aux limites des temps d'exécution. Donc, quelque chose qui ne va pas être possible, c'est de simuler des modèles physiques complexes. Vous avez des choses qui font ça, j'ai perdu le nom de la bibliothèque JS qui fait, pas que JS d'ailleurs, mais qui fait de la physique. Personne m'aide. Box 2D Web. Comment on dit? Box 2D Web. Box 2D, voilà, merci. Box 2D, voilà, qui est mis sur JavaScript, ça marche super bien, hein, ça marche bien. Mais pour le coup, vous ne pouvez pas faire 50 000 choses autour, parce que ça prend déjà beaucoup de la machine. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Pour la simulation des frottements, ben, tout simplement, c'est de la simulation. Comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on ne va pas spécialement faire un vrai modèle physique. On va simuler des frottements en se disant que, ben, en fait, les frottements, ça fait quoi? Ça fait ralentir le mouvement. C'est déjà pas mal. Les angles de rebond, ben, ok, on pourrait vraiment essayer de les calculer, pile poil, de regarder les choses. Si on a un rebond à faire, ben, peut-être que l'angle de rebond peut faire un petit calcul rapidement. Vous verrez à la fin, je vous ferai une démo, vous verrez que le rapidement, ça ne marche pas toujours, mais ça donne de temps en temps les bonnes impressions. Et puis surtout, le truc, c'est qu'on va essayer de travailler le plus possible avec les entiers, parce que dès qu'on commence à faire des calculs, s'il y a des gens parmi vous qui ont fait un petit peu de 3D, un petit peu de maths, beaucoup en programmation, ben, dès qu'on commence à travailler avec des entiers, on accélère vachement les traitements. Donc on va essayer de faire ça le plus possible. On ne peut pas toujours, mais le plus possible. Et puis surtout, on va essayer de faire 2 choses, c'est-à-dire qu'en fait, pour avoir une animation fluide, il faut qu'on ait notre animation qui se passe dans un coin, pendant que les contrôleurs sont dans un autre coin. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que les contrôleurs disent « Voilà, alors moi je voudrais que tel objet bouge », et puis l'animation, l'objet, il va vraiment dire « Ouais, ok, moi je veux bien bouger » ou pas, en fonction du moment et à la vitesse qu'il veut. C'est-à-dire qu'on va vraiment séparer les deux, et c'est tout le sujet de ça. Alors, j'ai mis un petit exemple comme ça, c'est très simple, c'est pas du vrai code toujours, c'est pour vous donner l'impression, quoi le principe. Donc par exemple, si j'ai juste un div avec un autre div à faire bouger à l'intérieur, une zone à faire bouger à l'intérieur, mon contrôle ça va être quoi? Ça veut dire qu'il va prendre mon objet animé et il va dire ok, voilà je te donne une cible. Tu vas en X et en Y, tu vas là. Et puis ce que va faire l'animation, elle, c'est s'exécute en permanence, fait une boucle. On reviendra sur cette boucle cet intervalle en animation qui n'est pas spécialement la meilleure des choses à faire. Mais du coup, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire en fait, dans cette boucle? C'est que régulièrement, à la vitesse qu'elle peut, elle va faire en fait calculer son déplacement, puis s'afficher. Puis calculer son déplacement, puis s'afficher, etc. Ça veut dire une chose, ça veut dire que si jamais personne ne touche à mon écran, ça veut dire que l'animation elle continue à faire, même si l'objet ne bouge plus, et il continue à recalculer, qu'il ne va pas bouger, et il se raffiche. Il recalcule qu'il ne va pas bouger, il se raffiche, etc. C'est-à-dire que je fais des choses pour rien, mais le truc c'est que je fais des choses pour rien, et le fait que ça le fasse, comme ça, même quand personne ne le contrôle, ça veut dire que dès que quelqu'un va le contrôler, ben, il est prêt à pouvoir réagir à tout moment, et surtout ça me permet vraiment de penser aux deux côtés, chacun de leur côté, le contrôle, comment je fais pour désigner le mouvement, et comment je fais pour calculer et afficher le mouvement. Alors c'est quoi un objet animé? Un objet animé aucune âme, hein, la question ne se pose pas. Pour un objet animé simple, par exemple, on va avoir une position, une vitesse et une cible. Ça nous suffit, et puis on a une fonction pour calculer son mouvement, une fonction pour se dessiner. Là j'ai fait une fonction hyper simple, celle qui est ici.
Tout simplement, j'ai un div, et en CSS, je vais juste le bouger en left, en top, c'est-à-dire que je vais le déplacer et en position absolue, et je vais le déplacer comme ça, comme je veux. Ce qui va nous intéresser là pour la fluidité, c'est justement cette petite partie du mouvement, c'est comment on fait pour rendre le mouvement plus ou moins fluide. Alors, on va commencer au plus simple, et on va essayer de complexifier un peu au fur et à mesure. Le plus simple, ce que je peux faire au plus simple, c'est de me dire, ok, puisque le contrôleur ne bouge que ma target, donc ma cible, ça veut dire qu'ici, je vais m'intéresser juste à la position. Je vais dire, ok, à chaque mouvement, bah, si la cible a bougé, ma position devient ma cible. C'est mon but, en fait. C'est d'aller à un endroit. Donc j'y vais directement. Bon, si je fais ça, ok, super, ça marche. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de discussions pour pas grand-chose. Je vous l'accorde. Ce qui m'intéresse là, c'est que tout le principe est en place, c'est-à-dire que ma séparation est faite. J'ai plus qu'à m'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur ici. On pourrait se dire, ok, ce qu'on va vouloir, c'est d'avoir une vitesse prédéfinie, une vitesse qui constante, en gros, c'est-à-dire que quand je vais prendre un point et je vais lui dire, ok, tu vas de là à là, et bien il va y aller régulièrement. Déjà une première étape, j'ai donc une vitesse par défaut. Je ne sais pas pourquoi je vous ai mis la fonction de calcul d'angle là, parce que j'avais de la place, mais on s'en fout un petit peu. Effectivement, on va être obligé de prendre en compte l'angle à laquelle l'objet doit se déplacer, mais bon, c'est une fonction de calcul d'angle assez simple. Le mouvement, je ne vais pas vous détailler, je vais rafraîchir parce que ça marche plus ou moins bien.